Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'Institut français d'Allemagne consacré aujourd'hui à la question du confinement en France. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés aujourd'hui Hélène Monfeuillard. Bonjour Hélène. Bonjour. Attachée de coopération pour le français en Saxe-Anhalt et en Basse-Saxe, actuellement à Magdebourg, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Formidable. Voilà, avant de commencer ce webinaire, je voulais m'assurer avec vous que tout marchait bien. Donc beaucoup de gens sont en train d'écrire dans le chat bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien pour vous au niveau technique? Oui. Bon, parfait. Tout semble aller pour le mieux. Donc, pour vous rappeler un peu l'utilisation du webinaire, les conditions d'utilisation, vous avez à votre droite le chat qui doit être exclusivement utilisé pour poser vos questions en cas de problème technique. Voilà, n'hésitez pas, il y a Capucine Valois qui est à Berlin qui sera là pour régler les problèmes techniques justement. Vous avez un petit onglet questions où vous pouvez poser vos questions que nous tenterons par la suite à la fin du webinaire de répondre. Il y a aussi un petit onglet sondage que vous voyez en haut à droite. Nous avons préparé quelques petites questions aussi auxquelles vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Et voilà. Très bien, mais je propose que nous commencions, Hélène. Oui, entendu. Euh, Parfait. je vous retrouve tout à l'heure. Très bien. Donc, le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Je vais commencer par une petite présentation du confinement, vers une présentation générale de la situation en France, de manière assez actuelle. Voilà, je vous ai préparé une petite présentation. Par la suite, nous aurons aussi l'intervention de notre France Mobile, Cécile, qui est actuellement à Londres. Par la suite, il y aura une petite vidéo d'une séquence en 180 secondes présentée par Louis Marandet. Et à la fin, Hélène vous présentera des dossiers pédagogiques, du matériel pédagogique que vous pourrez réutiliser en cours. Donc voilà, nous allons maintenant passer à cette partie sur le confinement en France, la question d'actualité, faire avec vous un état des lieux et voir avec vous l'évolution de la chose. Donc, pour cette présentation, je l'ai répartie en trois parties. Tout d'abord, je vais essayer de voir avec vous la question de l'évolution du confinement en France. Puis, dans un second temps, aborder les multiples polémiques liées à cette crise sanitaire. Et dans un troisième temps, traiter la question de l'école à distance et voir avec vous dans quelle mesure l'enseignement arrive à être perpétué malgré ces conditions assez dramatiques. Voilà. Le confinement en France n'a pas véritablement commencé le 12 mars 2020. Avant cette date, le gouvernement français avait déjà pris quelques mesures assez strictes, comme par exemple l'interdiction d'événements sportifs de grande ampleur ou les regroupements de plus de 100 personnes. Le 12 mars 2020 s'inscrit déjà dans cette politique de restriction et elle est marquée par l'allocution du président de la République Emmanuel Macron à la télévision qui annonce plusieurs choses. Tout d'abord, il demande aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes de plus de 70 ans, atteintes de maladies chroniques, de rester chez elles. Il ordonne aussi la fermeture de tous les établissements scolaires, collèges, lycées, écoles primaires, ainsi que de l'université, et encourage vivement les Français à adopter le mode de travail qu'est le télétravail, le home office. Le 14 mars 2020, le Premier ministre constate que les Français ne respectent pas forcément les conditions du confinement et les directives du gouvernement. Il prend la parole alors et d'un ton très ferme annonce la fermeture de tous les lieux publics non essentiels, c'est-à-dire les lieux comme les cinémas, les restaurants, etc. Le 15 mars 2020 ont lieu les élections municipales en France, un premier tour qui est marqué par le non-respect à nouveau des conditions du confinement. C'est pourquoi, le 16 mars 2020, le président de la République Emmanuel Macron, dans un discours très dramatique, répétant à 6 reprises que nous sommes en guerre face à un ennemi invisible, prend des mesures assez inouïes, assez drastiques. Il annonce en effet la réduction des déplacements au strict nécessaire de tous les Français. Euh, il prévoit aussi des sanctions en cas d'infraction à ces mesures, annonce le report du second tour des élections municipales au 29 mars et souhaite légiférer par ordonnance après avoir eu l'accord de l'Assemblée nationale
pour pouvoir prendre des mesures immédiates en ces temps de crise. Donc, on a véritablement affaire à une mise en place du confinement qui est prévue à la base pour 2 semaines. Vous avez en face de vous l'attestation de déplacement dérogatoire, donc ce document qui est maintenant utilisé par tous les Français qui souhaitent se déplacer à l'extérieur de leur domicile, puisque, je le rappelle, chaque Français est désormais contraint de rester le plus possible chez lui. Les motifs sont indiqués ici sur ce document. Les raisons valables pour se déplacer sont par exemple les déplacements dans le cadre de l'exercice professionnel, ou bien pour pouvoir faire des courses d'achat, enfin pour des courses de première nécessité. Les déplacements brefs aussi, dans la limite d'1 heure quotidienne, pour faire du sport, se promener, etc., sont aussi autorisés. Vous aurez l'occasion à la fin de ce webinaire de pouvoir voir plus en détail cette attestation et les motifs qui sont autorisés pour sortir à l'extérieur. Donc, le 27 mars 2020, dernièrement, le Premier ministre a annoncé la prolongation de la situation de confinement pour 2 nouvelles semaines jusqu'au 15 avril. Et aujourd'hui, le 7 avril 2020, la France est le 4e pays le plus touché mondialement en nombre de morts, avec pas loin de 9 000 décès et près de 90 000 cas de coronavirus. À l'heure actuelle, il n'est pas véritablement question de déconfinement, comme vous pouvez le voir avec cette citation d'Édouard Philippe. Le gouvernement réfléchit plutôt justement à une prolongation de cette situation de confinement. Et même la question du déconfinement ne sera pas traitée tout de suite. Le déconfinement aura probablement lieu de manière progressive. Elle va se passer peut-être par région ou par génération de personnes. Il sera du coup partiel, progressif et risque malheureusement de créer des inégalités entre les Français. Donc, comment concrètement cela va se passer? La question reste entière et le gouvernement ne s'est pas véritablement encore exprimé sur la question. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation et aborder avec vous les multiples polémiques en France liées à cette crise sanitaire. Il y en a eu plusieurs, j'en ai recensé 4 principales à mon sens. Donc tout d'abord, la question du maintien des élections municipales et les déclarations d'Agnès Buzyn qui ont suivi cette élection. Donc vous avez en face de vous Agnès Buzyn, à votre gauche, qui est l'ancienne ministre de la Santé du gouvernement d'Édouard Philippe, Premier ministre de la France et qui se trouve sur votre droite. Agnès Buzyn, donc ancienne ministre de la Santé, a remplacé au pied levé le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, de la République En Marche, et suite aux élections du 15 mars, est arrivée en 3e position, derrière 2 autres candidats. Donc elle a perdu, et suite à cette défaite, elle a annoncé à la presse la chose suivante: quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague de tsunami était devant nous. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. En effet, le 15 mars, les gens sont allés voter, alors certes pas en masse, il y a eu quand même une abstention assez conséquente, avec pas loin de 55% de personnes qui ne sont pas allées voter. Se pose du coup la question de savoir si c'était judicieux de maintenir cette élection au vu des circonstances et des conditions actuelles. Et si ce n'avait pas été maintenu, le gouvernement français aurait reçu beaucoup de critiques de la part de certains politiciens qui auraient vu ça d'un très mauvais œil, cette annulation spontanée des élections municipales et qui auraient crié au scandale. La deuxième polémique assez importante que connaît la France actuellement s'avère être la question de l'indiscipline des Français. Donc, ce terme indiscipline a été repris à plusieurs reprises par Édouard Philippe et aussi par Emmanuel Macron. Vous avez en face de vous une photo qui a été prise le dimanche 15 mars, au moment de l'élection, et vous pouvez clairement constater que les Français ne respectent pas la distance de sécurité préconisée par le gouvernement, une distance d'1 mètre. Il y a des attroupements de personnes et cela a créé un sacré chaos. Aujourd'hui, ont été à peu près réalisés 8,2 millions de contrôles auprès des Français de la part des forces de l'ordre et près de 480 000 contraventions ont été données aux Français qui ne respectaient pas les consignes du gouvernement.
Mais la polémique qui a le plus enflé et qui a eu le plus de retentissement en France s'avère être celle des franciliens. Un grand nombre de franciliens, 1 million de Parisiens franciliens ont décidé de vivre le confinement dans leur résidence secondaire, ont quitté la région parisienne, se sont rendus en province, dans des foyers de propagation qui étaient encore très très faibles, où le virus n'était pas encore présent. Et cela a créé beaucoup de crispation avec les habitants locaux, suscitant beaucoup d'indignation et de colère. La troisième polémique se rapporte à l'hydroxychloroquine, qui est pour un grand nombre de personnes un nouveau traitement miracle au coronavirus. Vous avez en face de vous le professeur Didier Raoult, qui est l'une des personnes qui défend cette thèse, cette idée. Donc, pour rappel, l'hydroxychloroquine est un dérivé de la chlorinique permettant de soigner des personnes atteintes de la polyarthrite, du paludisme. Monsieur Raoult a effectué des tests avec d'autres confrères qui ont confirmé l'hypothèse que l'hydroxychloroquine permettrait de soigner des personnes atteintes du coronavirus. Or, les procédures scientifiques de ce test n'ont pas été forcément validées par d'autres autorités sanitaires, ce qui a suscité énormément de débats et de crispations dans la société française, beaucoup de contestations même de la part du gouvernement, mais finalement, le ministre de la Santé actuel, M. Véran, a indiqué que certains médecins pouvaient utiliser ce médicament dans des cas extrêmes pour soigner des patients extrêmement malades. Enfin, la dernière polémique, et peut-être même la plus importante, que certains considèrent même comme un scandale d'État, s'avère être la question des masques et de la pénurie des masques. Il y a 10 ans, l'État français avait en tout 1 milliard de masques pour prévoir la potentielle crise du H1N1, la grippe H1N1, qui n'a malheureusement qui n'a heureusement pas eu lieu. En mars 2020, 10 ans après, le ministre de la Santé a annoncé que la France disposait exclusivement de 110 millions de masques, soit près de 900 millions de masques en moins. Un chiffre absolument minime, alors que Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, avait annoncé au mois de janvier qu'il n'y aurait aucune pénurie de masques. À l'heure actuelle, un grand nombre de soignants, d'infirmiers et de médecins n'ont pas la possibilité de se protéger correctement dans les hôpitaux. Certains sont tombés malades, alors certes porteurs sains, mais d'autres ont connu des symptômes assez graves, et même certains en sont morts, ce qui crée beaucoup de crispation et beaucoup de colère chez le personnel hospitalier. Par ailleurs, il faut rappeler la capacité limitée des hôpitaux face à la pandémie. Certains patients ont même dû être rapatriés, ou non pas rapatriés, mais ont dû être amenés dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple, pour pouvoir être soignés. Et l'État français a décidé de mettre à disposition les hôpitaux militaires aux civils pour qu'ils puissent être correctement soignés. Enfin, la dernière partie de cette présentation se rapporte à la question de l'école et est particulièrement pertinente pour vous, chers professeurs, puisque cette école à distance ou cet enseignement est véritablement entravé. Personne ne s'attendait à cette situation et certainement pas le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, que vous avez en face de vous. C'est un grand casse-tête pour un grand nombre d'enseignants qui n'étaient pas forcément prêts à utiliser du jour au lendemain exclusivement des ressources numériques. Cette révolution digitale en a surpris clairement plus d'un. Par ailleurs, cela crée aussi inévitablement des disparités entre les élèves, entre ceux qui disposent d'un matériel déjà très élaboré, de tablettes, des ordinateurs, et ceux qui n'ont pas accès à Internet. Pour pallier cela, le ministre de l'Éducation a promis de donner aux élèves les plus défavorisés des tablettes ou du matériel pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Mais il a reconnu, quoi qu'il arrive, que près de 5 à 8% d'écoliers, aujourd'hui, depuis le confinement, ont décroché. Et ce nombre pourrait même atteindre 20% dans l'enseignement professionnel. La question du baccalauréat est très présente en Allemagne. J'ai pu lire beaucoup d'articles à ce sujet. En France, la décision est tombée pas plus tard que la semaine dernière. Le baccalauréat ainsi que le brevet pour les élèves de 3e ont été annulés. Enfin, du moins, les épreuves écrites et orales ont été annulées.
et ont été remplacées par le contrôle continu, c'est-à-dire les notes qui ont été reçues par les élèves tout au long de l'année scolaire. Les élèves sont, quoi qu'il arrive, contraints de suivre les cours jusqu'au 4 juillet. Et si les établissements réouvrent plus tôt, ils pourront se rendre en cours. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous, ces indications. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet en haut à droite si je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations. J'aimerais maintenant accueillir pour la suite de ce webinaire Cécile, qui est actuellement à Londres, si je ne dis pas de bêtises, qui va bientôt se connecter et qui va un peu peut-être nous parler. Ah, voilà, parfait. Bonjour Oui, Cécile. bonjour Guillaume, merci. Comment vas-tu? Merci, très bien, très bien. Merci pour ce point sur la France. Et bonjour à tous. Voilà, déjà premièrement, peux-tu te présenter, nous expliquer peut-être ce que tu fais à Londres Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Alors, je suis lectrice France Mobile à Brême. Donc, pour les enseignants d'Allemagne, j'imagine que c'est un terme connu. France Mobile, en fait, c'est un programme qui est coordonné par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et par l'Institut français d'Allemagne et qui permet chaque année à 10 jeunes français ou francophones de passer 10 mois, donc une année scolaire, en Allemagne et dans une région donnée de parcourir la région, rendre visite à des établissements scolaires et partager leur culture francophone et faire découvrir la langue aux élèves qu'ils rencontrent. Donc, moi, je suis basée à Brême, comme je l'ai dit. Ma semaine typique, hors confinement, se déroule de la manière suivante. Je commence par une journée à l'Institut français de Brême, où je m'occupe de questions logistiques, administratives. Et après, j'ai 3 journées entières où je me rends dans des établissements scolaires, généralement une école par jour. Et dans ces établissements, par séance d'1 heure, je rencontre des classes et en fonction du niveau des élèves, de l'âge, je vais faire des activités qui vont être différentes, avec des objectifs différents. Ce que je fais beaucoup en Basse-Saxe, c'est des activités très ludiques avec des élèves de Fünfte Klasse. Donc, en Basse-Saxe, c'est des élèves qui ont une dizaine d'années et qui doivent choisir leur deuxième langue vivante. Ça leur permet d'avoir une petite introduction au français. Voilà, c'est ce que je fais le plus en Basse-Saxe, mais je peux avoir des élèves de la maternelle au lycée professionnel et à chaque fois, je fais des activités différentes, évidemment. Bon, donc, voilà ce que je fais en temps normal. Maintenant, les écoles de Basse-Saxe sont fermées, comme partout en Allemagne. Et depuis la fermeture des écoles, j'ai décidé de retourner à Londres, qui est là où j'avais fait mes études, parce que voilà, j'ai encore mes attaches et j'ai encore des attaches là-bas et je voulais pas m'isoler toute seule, comme j'ai dit, toute seule à Brême, et je pense que c'est le problème de beaucoup. Et j'ai fait des études donc, de sciences du langage à Londres. Je compte d'ailleurs continuer dans cette voie après mon année France Mobile. Et voilà, donc me voici à Londres, de manière provisoire. J'espère pouvoir rentrer à Brême le plus vite possible, si la situation le permet, bien sûr. Oui, j'imagine que les élèves doivent te manquer, Cécile, je comprends. Évidemment, oui, évidemment. Et voilà, l'année France Mobile est une année très riche, très intense. Et comme tout le monde, je suis déçue que ce soit coupé en plein vol. Mais bon, depuis Londres, je vois des choses aussi intéressantes se passer au niveau de la gestion de la crise du virus. C'est-à-dire que ici, en Angleterre, les mesures d'isolation ont été prises un petit peu plus tardivement qu'en France ou dans d'autres pays d'Europe. Le Premier ministre Boris Johnson, qui est d'ailleurs maintenant critiquement atteint du virus, s'est adressé au peuple le 23 mars seulement pour demander à rester chez eux. Donc, depuis le 23 mars, les Britanniques ont la consigne de rester chez eux et de se déplacer qu'en cas de nécessité absolue. Donc, c'est des cas qui sont les mêmes que les cas définis en France, courses, travail essentiel et activité physique de manière raisonnable. Il a été, j'ai ici les consignes du gouvernement qui ont été envoyées à tous les Britanniques. Il a été mentionné des mesures punitives si ce confinement n'était pas respecté. Maintenant, on n'en est pas au même niveau
qu'en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attestation comme en France. Et ces mesures ont été évoquées, mais pas précisées encore. Cela dit, le week-end dernier, cette indiscipline française dont tu parlais dans les parcs a été aussi constatée en Angleterre. Les parcs, il a fait très beau, les parcs étaient très pleins. Des personnes, enfin voilà, il y a des gens qui faisaient des pique-niques dans les parcs, très proches les uns des autres, comme si tout était normal. Donc peut-être qu'on tend vers des mesures plus strictes de confinement, à voir comment la situation évolue. En tout cas, dimanche dernier, donc, la reine s'est adressée au peuple, ce qui est aussi assez exceptionnel. Donc c'était un message d'espoir, un message demande de prendre ces mesures au sérieux. Mais ça montre que quand même la situation commence à être prise très au sérieux aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et ici, on mise surtout pour une sortie de crise, on mise beaucoup sur l'immunité, sur l'immunité collective et sur les anticorps et le fait d'être immunisé au virus. Donc, c'est-à-dire que c'était une première méthode qui avait été mise en place, enfin, qui avait été mentionnée avant le confinement à la maison. Et maintenant, on en reparle sous forme de tests. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, on nous parle de tests d'anticorps que les habitants seraient capables d'effectuer chez eux et qui leur permettraient de savoir s'ils ont développé des anticorps au virus et dans ce cas, qu'ils pourraient retourner à une activité normale. Donc on mise encore dessus. Voilà, c'est l'approche du Royaume-Uni, miser sur les anticorps de la population et protéger les populations les plus à risque. Voilà, voilà. Et comment ça se passe dans les écoles, sinon, oui, justement, les établissements scolaires Oui, alors dans les écoles, en fait, j'ai été en contact avec beaucoup de professeurs de manière assez par hasard. Et il se trouve que bon, l'annonce de la fermeture des écoles date du 18 mars. Et la fermeture était effective le lendemain ou le surlendemain. Bon, le système anglais, pour ceux qui connaissent, c'est un système de plusieurs vitesses. Il y a un réseau d'écoles privées qui joue un rôle très important. Et d'après ce que j'ai vu, évidemment, la gestion de la continuité pédagogique est aussi à plusieurs vitesses. Alors, j'ai eu, voilà, il y a des cas extrêmes d'écoles privées où on essaie vraiment de reproduire la journée typique des élèves. Donc, c'est-à-dire qu'on attend que les élèves aient une présence avec un professeur par vidéo à 8 heures à l'heure de début des cours et qui suivent leur emploi du temps. Donc, même les séances de sport sont censées être aux heures normales, comme s'ils étaient à l'école. Et après, on a des écoles avec un peu moins de moyens, peut-être, qui ont peut-être un peu plus de mal à mettre ce genre de stratégie en place et où on se base aussi beaucoup sur l'aide des parents. Mais dans ces écoles, on met en place des systèmes d'évaluation avec des plateformes que les élèves connaissent déjà. On m'a parlé je ne sais pas, ça évoquera peut-être des choses familières aux professeurs. On m'a parlé de Task.my et My Homework. Voilà, c'est des plateformes qui sont utilisées. Les enseignants aussi sont souvent demandés, on leur demande souvent de mettre des vidéos d'eux sur YouTube, ce qui permet aux élèves d'avoir le cours, mais fait par l'enseignant, avec la voix de l'enseignant, donc des choses qui sont familières. Et je pense que ce qui est quand même, peu importe le type d'école, ce qui est l'objectif principal des écoles, c'est quand même de garder de laisser aux enfants leurs repères, aux élèves leurs repères. Et donc, voilà, ça passe par suivre l'emploi du temps ordinaire, s'accrocher à des plateformes connues ou s'accrocher à la voix des enseignants. Et pour ce qui concerne les examens, donc l'équivalent du baccalauréat ou du brevet, qui sont le GCSE et les A-Levels, depuis très vite, il a été précisé qu'ils ne seraient pas organisés. Et ils ont été remplacés par du contrôle continu, comme en France. Bon, alors avec des formalités aussi complexes et des débats comme en France, mais on est face aux mêmes conclusions que ces examens de fin d'année ne seront pas organisés. D'accord. Merci beaucoup, Cécile, en tout cas, pour toutes ces informations et ces
et ces explications. On peut que vous souhaiter Pas de problème. un bon confinement à Londres. Et puis que vous rentrez, et puis que tu rentres le plus rapidement possible en bonne santé. Je l'espère aussi, et retourner dans les écoles de Brême et de Basse-Saxe. Voilà. Pour les professeurs de Brême et de Basse-Saxe, et même généralement les professeurs allemands, n'hésitez pas à faire des demandes aux lecteurs France Mobile si jamais les écoles réouvrent. Pour avoir et même si elles ne réouvrent pas, on fera suivre vos demandes pour l'année scolaire suivante, donc rien à perdre. Voilà. Merci beaucoup Cécile, et puis très bonne journée à toi. Pas de problème. Bonne fin de séminaire à tous. Au revoir. Voilà, très bien. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire et parler plus en détail des contenus pédagogiques et des outils que l'Institut français d'Allemagne aimerait mettre à votre disposition. Pour cela, Louis Marandet, l'attaché de coopération pour le français en Bavière, qui est en contact l'interlocuteur privilégié des écoles dans cette région, vous a préparé une petite vidéo avec des outils pédagogiques qu'il aimerait vous mettre à votre disposition. Je vous laisse la regarder, je vais l'activer. Hop. Et voilà. Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs de français. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en direct aujourd'hui. Moi, c'est Louis Marandet, je suis attaché de coopération pour le français à Munich. Et j'espère que ce petit message vous trouvera, vous et vos proches, en bonne forme. Très heureux de vous proposer un petit dossier pour ce webinaire. Je vais essayer un nouveau format avec vous qui s'appelle ma séquence en 180 secondes. Il s'agit de vous présenter de manière très synthétique la démarche pédagogique retenue pour ce dossier que l'Institut français de Munich met à votre disposition. Alors nous avons reçu ici des demandes sur les activités que l'on peut proposer dans le cadre de ces temps particuliers où les élèves sont chez eux. Alors aujourd'hui, je vous propose un dossier assez court de niveau A2+, où il s'agit de réfléchir ensemble à ce qu'on peut proposer aux élèves pour rester en lien avec leurs correspondants français. Bon, comme vous le savez, ils sont actuellement tous confinés à ce stade jusqu'à début mai, donc il peut être intéressant de les amener à poster une petite vidéo où ils se donnent des conseils les uns les autres sur ce qu'on peut faire à la maison. Cette vidéo, comme vous pourrez le découvrir, peut se réaliser via Powtoon, P-O-W-T-2-O-N, qui est un outil gratuit, simple d'accès et qui permet aux élèves de travailler avec un avatar, ce qui protège les droits à l'image. Vous trouverez le lien en fin de séquence. Pour arriver à cette tâche finale, je vous propose différentes étapes en 3 fiches. Avant tout, le principe pédagogique retenu pour ces fiches, c'est pour chaque moment de réception, audio, en vidéo en l'occurrence ou écrite, de faire émettre des hypothèses, puis de les faire valider ou invalider par les élèves. Alors allons-y pour la séquence. Donc il y a tout d'abord une partie sur les déclarations d'Emmanuel Macron en format vidéo afin de comprendre quelles sont les mesures en France. Emmanuel Macron articule, il parle clairement et lentement, c'est aussi un excellent support pédagogique. Vous trouverez donc ensuite le champ lexical, puis une leçon en ligne sur les verbes pronominaux avec une série d'exercices interactifs sur Learning Apps. Les élèves sont ensuite amenés à imaginer un dialogue mettant en scène leur réaction face à ces mesures et à activer le vocabulaire qui vient d'être vu. Dans la deuxième fiche, vous pourrez travailler à partir des conseils cette fois de Thomas Pesquet, astronaute français bien connu, donc habitué à rester confiné sur ce que l'on peut faire chez soi. Avant d'aborder la vidéo, rapide recherche à faire sur Thomas Pesquet, petite fiche de niveau A2, et comme toujours, faire émettre des hypothèses avant d'accéder au contenu. Bien sûr, cette fiche nous amène à apprendre à donner des conseils et à les adapter au contexte, donc à développer des compétences pragmatiques. On vous a préparé une série de petits entraînements de grammaire en contexte avec le champ lexical du thème qui sont après la vidéo. Enfin, avant de passer à la tâche finale, un petit point sur le comparatif, également en contexte, à adapter en fonction du niveau de vos élèves que vous connaissez bien. Puis les élèves peuvent être invités donc à réaliser la petite vidéo et on a mis en lien un exemple de réalisation. Voilà, j'espère que ces fiches pourront vous aider. Elles sont en format Word afin que vous puissiez les retravailler selon vos besoins. Je vous souhaite à toutes et à tous tout le meilleur depuis Munich, une excellente suite de webinaires, portez-vous bien et à bientôt j'espère.
Voilà, donc ces super fiches, comme dit Aneta Glavier dans le chat, seront disponibles à la fois sur le site de l'Institut français, mais aussi sur le site IFProf, qui permet de regrouper des professionnels du français sur une plateforme en ligne, et le matériel pédagogique il sera disponible. Dans cette continuité, j'aimerais maintenant demander à Hélène de me rejoindre depuis Magdebourg. Bonjour Hélène. Rebonjour. Bonjour. Je prends la suite de Louis Marandé pour présenter deux séquences pédagogiques. La première est destinée à des élèves d'un niveau débutant, donc A1. L'idée, c'est de travailler avec une attestation de déplacement exceptionnel que je vais vous afficher. Donc ça, c'est la fiche pédagogique. Là, voilà. Vous pouvez voir que c'est une attestation de déplacement qui est écrite dans un français extrêmement simple. C'est du français facile à lire, dans la mesure où cette fiche pédagogique, cette attestation de déplacement exceptionnel est destinée au départ à des personnes atteintes de handicap. Donc là, on ne le voit pas à l'écran, mais si vous accédez aux documents qui sont soit sur le site de l'Institut français, soit sur IFProf, vous pourrez constater que l'avantage, c'est que c'est un PDF modifiable. Donc, tous les champs qui sont à remplir sont cliquables et donc extrêmement faciles à remplir pour les élèves. L'idée, c'est de comprendre la nature de ce document, donc à quoi il sert. Et également, je propose de faire un petit dialogue, donc une mise en situation où la personne en possession de l'attestation de déplacement professionnel serait contrôlée par un policier. Donc, je propose différentes activités. Donc, il y a une fiche pédagogique qui est à disposition au format Word. Donc, vous serez tout à fait à même de modifier les activités si vous avez l'impression qu'elle est soit trop facile, soit trop difficile pour vos élèves. L'idée, c'est de comprendre à quoi sert cette attestation de déplacement. Et l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de logos comme autant d'indices pour aider vos élèves à comprendre à la fois à quoi sert le document et quels sont les champs à remplir. Donc ensuite, j'ai pré-rempli l'attestation. Donc ça serait un certain Rémi Fournier qui voudrait sortir de chez lui qui aurait rempli sa fiche. Donc voilà, ça s'affiche à l'écran. Donc là, les champs sont remplis et il y a donc ensuite un questionnaire où les élèves sont amenés à répondre à des questions extrêmement simples. Et aussi à répondre à des QCM sur cette fiche. La troisième activité que je propose est une activité de compréhension orale cette fois. Donc je l'ai mis à disposition un document audio et donc je propose un petit scénario où la pauvre Zoé s'est cassée la main et donc il faut remplir son attestation de déplacement exceptionnel. Et donc là, l'élève doit écouter et reprendre le vide pour le remplir. Voilà, j'ai essayé de prononcer le texte de la façon la plus lente et la plus claire possible pour être adapté à un niveau débutant. La dernière activité que je propose, c'est que l'élève remplisse comme il le souhaite, l'attestation de déplacement et ensuite soit écrive, soit enregistre, en fonction des possibilités techniques que vous avez, un petit dialogue où on imaginerait que l'élève est contrôlé par la police et doit présenter son document. Donc là, dans la mesure où la fiche pédagogique propose une trame de dialogue, là, l'élève peut s'appuyer sur le document qui a été fourni pour produire son propre dialogue en étant plus ou moins créatif en fonction de ses compétences. Donc voilà pour le niveau A1. Pour le niveau suivant, donc c'est une séquence autour du journal de confinement.
Donc, c'est une activité qui est basée sur un article du Monde des ados. Donc, ces journaux de confinement, on les voit fleurir soit sous forme d'articles, soit sous forme de vidéos sur Internet. Et donc, ça consiste sous la forme d'un journal intime à raconter son expérience du confinement. Ah, je crois qu'on a eu un petit problème technique avec Hélène de Magdebourg. Ben, je vais prendre la suite, du coup, voilà. Elle parlait du journal intime, le temps qu'elle revienne. Vous l'avez devant les yeux. Oui, effectivement, il y a eu un problème de son. Vous l'avez devant les yeux, donc c'est le journal de Fahim, 14 ans, qui raconte au jour le jour, en fait, comment il vit la situation. Et Hélène avait justement préparé une petite activité autour de cette thématique. Donc là, vous voyez, donc voilà, c'est par exemple le dimanche 15 mars. Fahim. Ah, Hélène est de Oui, retour. désolée, j'ai eu un problème de connexion Internet. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir l'article. Donc, ce sont les 4 premières journées, donc du 14 au 18 mars, qui sont racontées par Fahim, qui a 14 ans. Et c'est la période où il y a eu un durcissement dans les mesures de confinement. L'objectif de la séquence pédagogique, c'est d'amener les élèves à rédiger une ou plusieurs journées de leur journal de confinement, bien que, bien sûr, les mesures diffèrent en fonction du pays où vous êtes. Donc, je vais vous montrer la fiche pédagogique que j'ai préparée et que vous pourrez regarder, bien sûr, plus en détail une fois que vous l'aurez téléchargée. Donc là, voilà. L'activité commence par des questions de compréhension sur certains articles qui sont assez classiques et qui ont un format qu'on peut retrouver dans les épreuves du DEF, donc avec des cases à cocher, éventuellement des justifications à fournir. Dans un second temps, il y a tout un travail sur l'expression des sentiments, parce que je me suis dit que c'était quand même une chose assez particulière que cette situation, et que tous autant que nous étions assez bouleversés par cette situation. Donc d'une part, les élèves doivent chercher l'expression des sentiments dans l'article où il y a le journal de confinement de Fahim. Et ensuite, il y a un article sur toute la palette de sentiments par lesquels on peut passer dans cette situation, donc de la colère à l'inquiétude, en passant parfois par des phases où on peut peut-être accéder à une certaine sérénité. Donc ensuite, on demande aux élèves de formuler leurs sentiments à eux et de chercher des expressions pour les transcrire. Une autre chose qui me semblait importante dans cette situation, c'est d'essayer de faire exprimer aux élèves les petits arrangements, les petits compromis qu'ils trouvent dans leur quotidien pour faire face à la situation. Et donc là, c'est l'idée tout d'abord de leur faire exprimer ce qui leur manque le plus. Donc j'ai trouvé sur Internet une petite vidéo assez illustrative où une jeune fille montre différentes séquences où elle marche dans la rue, et donc son propos est de dire que c'est la marche qui lui manque le plus. Et donc une fois que les élèves ont exprimé ce manque, on va essayer de leur faire formuler des petites solutions qu'ils ont trouvées pour y remédier. Donc pour ça, il y a un petit point sur l'expression de la concession avec des connecteurs de type toutefois, cependant, en revanche. Donc là, les élèves font des exercices à la fois pour comprendre le sens de ces connecteurs et aussi pour les utiliser eux-mêmes. Dans la mesure où c'est une fiche qui s'adresse à un niveau B1, j'ai bien sûr essayé d'enrichir le vocabulaire des connecteurs en sortant de l'utilisation du mais
qui reste un peu limité en termes de vocabulaire, mais je suis pas rentrée dans toutes les modes d'expression de la concession avec bien que, etc. parce que parfois on a besoin du subjonctif et ça me semblait un peu trop compliqué pour ce niveau. Donc à la fin, les élèves sont invités à formuler des solutions. Voilà, pour cette jeune fille à qui la marche manque, on pourrait imaginer qu'elle dit je ne peux pas marcher dehors, mais je peux faire du sport à la maison. Je ne peux pas voir de beaux paysages, mais je peux regarder mes albums photos ou mes vidéos. Donc voilà, la dernière étape de cette séquence, c'est eh bien de réutiliser voilà toutes les connaissances qui ont été mobilisées pendant les autres activités et de rédiger leur propre journal de confinement. Donc bien sûr, ils peuvent faire une journée ou plusieurs en fonction de leur niveau. Et donc là, l'idée, c'est à la fois de présenter leurs activités quotidiennes, mais aussi peut-être les relations dans leur famille, et aussi voilà, de dire quels sont leurs sentiments et la façon de s'accommoder d'une situation qui est tout de même parfois assez désagréable. Voilà, donc si vous avez des questions sur ces séquences, n'hésitez pas à les poser et voilà, tout est à disposition sur notre site et sur IFProf. Merci beaucoup, en tout cas Hélène, pour ces explications. Je propose maintenant aux professeurs, aux participants de poser leurs questions dans l'onglet que l'on va regarder maintenant. Alors, première question. Croyez-vous que la crise Corona ait influencé les élections municipales d'une façon spécifique? Oui, c'est assez certain même, puisque la France a connu une abstention de 55,2% au moment de ces élections. Un grand nombre de Français a refusé de se déplacer en réalité. Donc les élections ont été un peu faussées, je dirais. Certains maires ont même demandé à ce que les élections aient complètement de nouveau lieu, enfin que ce premier tour soit annulé. Mais le président de la République a clairement déclaré que les communes où le maire avait été élu déjà le premier tour, où le candidat avait déjà été choisi, n'aurait pas le droit à une seconde chance ou à une nouvelle élection, on va dire. Voilà. Alors, d'autres questions? On a déjà... tac, dans le chat, je crois. Non? Très bonne idée. Hop. Non. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'ai vu que déjà, par exemple, Johan Joly-Muller avait répondu à pas mal de questions. Quelle est la situation en France d'outre-mer en ce qui concerne les hôpitaux, les moyens de respecter les règles du confinement et les informations? On en parle en France métropolitaine. Pour tout vous avouer, je ne suis pas un expert de la France d'outre-mer. On en parle. La situation aussi commence un peu à s'empirer, entre guillemets, aussi dans ces territoires d'outre-mer. Mais c'est vrai que la question est quand même très, très portée sur la France métropolitaine, du moins de ce que j'ai vu dans les médias. Et c'est vrai que généralement, la thématique n'est pas très souvent abordée. Mais je suppose, et je vous invite à regarder l'état de la situation dans ces régions de France pour vous faire une idée de la situation. Hop. Hélène, je crois que tu as une question pour toi. Tu peux la lire si tu veux de Ventura. Oui. Donc il y a une question sur les fiches pédagogiques qui voilà portent sur la compréhension de texte et voilà une question sur la compétence d'expression. Quand même là, je voudrais préciser que dans l'idée de toutes les séquences pédagogiques qui ont été présentées, l'idée c'est quand même au final de proposer une activité où les élèves doivent eux-mêmes voilà, produire, c'est-à-dire que tant dans l'activité de Louis Marandé, les élèves doivent eux-mêmes créer une petite vidéo avec ce dispositif Powtoon pour formuler des conseils pour
voilà, leurs camarades français. Sur la séquence A1, sur l'attestation de déplacement, l'idée c'est bien qu'à la fin, ils doivent remplir eux-mêmes l'attestation, c'est-à-dire que là, ils doivent avoir bien compris à chaque fois les champs, etc. Et ils doivent écrire un petit dialogue ou l'enregistrer éventuellement. Donc là, il y a soit la possibilité de la compréhension de la production écrite ou de la production orale. Et ensuite, dans la dernière séquence que j'ai présentée sur le journal de confinement, l'idée, c'est bien qu'on amène les élèves, d'une part, à lire un article qui donne quand même une bonne idée de la situation en France, mais aussi, en tâche finale, qu'on leur propose de produire et donc d'écrire eux-mêmes le journal de confinement. Donc là, plusieurs compétences, à la fois de compréhension et de production, sont mobilisées. C'est à moi de remettre mon micro, je crois. Merci beaucoup, Hélène. On éteint les micros parce qu'on a des bruits parasites et comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Johann Joly-Müller a demandé justement voilà, où étaient les documents pédagogiques. Capucine Valois de Berlin lui a déjà répondu. Donc, le matériel pédagogique se trouve effectivement sur le site de l'Institut français d'Allemagne. Les liens sont dans l'onglet questions ou alors sur IFProf. Vous pourrez avoir accès à tous ces documents qui ont été mis à votre disposition. Ils disent qu'on vit les derniers jours de virus Corona. Est-ce que c'est vrai? Yacine Gédid. On n'a pas encore atteint le pic, apparemment, le pic de malades et de morts ou de décès, en tout cas en France. Il est très difficile encore pour les médecins de savoir quand ce pic va avoir véritablement lieu. Probablement vers mi-avril. Donc, je pense que ce ne sont pas les derniers jours du virus Corona, comme vous pouvez le dire. Au contraire, moi, justement, comme j'ai pu le dire au début de la présentation, le déconfinement n'est pas pour demain et il aura très certainement lieu en France début mai, voire mi-mai, et ce sera un déconfinement progressif. Une autre question de Ulrich Engels. En Allemagne, il y a eu des sondages ayant comme résultat que la majorité des gens sont contents des mesures gouvernementales quant à la crise Corona. Est-ce qu'il y a tel sondage en France aussi et quels en sont les résultats? Alors oui, effectivement, je trouve que c'est une très bonne question. Il y a eu ce genre de sondage aussi en France et le gouvernement d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron lui-même ont connu un gain de popularité assez conséquent, en tout cas dans les sondages. Chacun a pris à peu près, je crois, 6% dans les sondages. Bon, leur popularité n'était pas forcément très élevée avant la crise. Est-ce qu'ils vont en sortir renforcés? C'est une grande question. Mais je tiens à rappeler que d'un autre côté, il y a toujours ces polémiques, en fait, cette polémique surtout des masques, de cette pénurie des masques, qui entache en réalité l'action gouvernementale et celle d'Emmanuel Macron. Donc, pour l'instant, il est encore très, très dur de savoir si Emmanuel Macron va en sortir renforcé de cette crise. A priori, selon les sondages, oui, mais ces mesures de confinement, si elles sont prolongées, risquent aussi potentiellement de créer des frustrations chez certaines personnes. Certaines personnes se demandent si c'était la bonne solution à adopter. La question, par exemple, de savoir si la Corée du Sud n'a pas pris les bonnes mesures en faisant tester tout le monde, etc., reste en suspens. Donc voilà, c'est effectivement une chose à suivre de près. Pour le moment, en tout cas, voilà, Emmanuel Macron gagne en popularité, mais à voir si par la suite ce gain de popularité va vraiment être renforcé. Voilà. Ouais, j'ai vu des questions là sur le journal de confinement. Donc je précise, je peux les montrer. En fait, pour les deux séquences que je propose, il y a toujours à la fin une solution, des solutions aux exercices. Donc là, vous avez toute la série de questions et ensuite en grisé, vous avez voilà toutes les réponses qui sont mis. Par contre, bon, je n'ai pas rédigé mon propre journal de confinement, donc ça, c'est aux élèves de le faire. Toujours sur les exercices autour du FAIM. Est-ce que c'est du niveau B1 ou est-ce qu'on peut le proposer à des élèves qui ont un niveau moins avancé? Alors ça, c'est un peu à vous de juger. Éventuellement, peut-être on peut travailler sur une partie seulement de l'article.
Bon, ça me semble éventuellement abordable pour des élèves de A2. Peut-être qu'il faudrait là expliciter beaucoup plus de vocabulaire. Il faut aussi dire que comme c'est un journal écrit par un adolescent, voilà, il y a des formules un petit peu familières, voilà, qui sont pas forcément des expressions qu'on apprend dans un français très standard, voilà, pour les débutants. Donc c'est plutôt pour ça que j'orientais vers le niveau B1, mais ça me semble pas un peu infaisable du tout. Ouais. Très bien, bah, je crois que notre webinaire touche à sa fin, à moins que vous ayez encore des questions très très urgentes que vous aimeriez bien poser à Hélène ou à moi-même. Merci en tout cas pour votre participation active. Vous étiez près de 230 personnes, je crois, à un moment à suivre ce webinaire. Donc ça nous remplit de joie, comme on dit. Merci en tout cas à Capucine Valois pour la gestion des problèmes techniques à Berlin. Merci à Cécile d'avoir participé aussi à ce webinaire. Et un grand merci aussi à Hélène. Oui, merci. Merci à vous tous pour votre participation. Tu veux avoir le mot de la fin pour... Oui, voilà, peut-être on annonce, donc comme présenté dans le sondage, il y a une question qui vous demande si vous êtes d'accord pour recevoir voilà, des informations chaque semaine. Donc durant cette période, nous allons proposer un webinaire hebdomadaire et donc il y en aura un tous les mardis à 10 heures sur un format voilà, d'1 heure. Et donc le prochain est avec Charlotte Spilevoix, notre collègue attachée de coopération pour le français qui est à Stuttgart et donc qui présentera des activités sur le thème lire et écrire autour du prix des lycéens. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage si vous voulez recevoir toutes les informations et vous pouvez retrouver aussi tous les liens d'inscription sur le site de l'Institut français d'Allemagne. Oui, et donc ce webinaire sera aussi en rediffusion, très certainement aussi sur YouTube, mais aussi sur la plateforme Livestorm. Donc, si vous n'avez pas pu suivre le début de ce live, n'hésitez pas à le re-regarder. Et voilà, je répète, l'ensemble des ressources qui vous ont été présentées aujourd'hui se trouvent à la fois sur le site de l'Institut français d'Allemagne et sur la plateforme IFProf. Voilà, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est le plus important. J'imagine que vous avez du temps pour vous, bon, pas toujours en tant que professeur, mais avec vos élèves. Prenez soin de vous, de vos proches. Et puis voilà, ça a été en tout cas un plaisir d'animer ce webinaire avec Hélène, Cécile et Louis aussi, qui a contribué grandement à la chose. Et je vous souhaite une très très belle journée. Bonne journée.